Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Aujourd'hui, cet épisode, ça va être le premier d'un épisode en fait en deux parties. Donc la première partie va être aujourd'hui et la deuxième partie la semaine prochaine. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai envie de garder un format d'épisode de podcast assez court, autour de 15-20 minutes maxi. Déjà dans les derniers épisodes, je me suis un peu emballée, j'ai un peu débordé. J'ai envie que ça puisse être écoutable facilement. Et donc, voilà, je préfère scinder parce que je sais que la thématique que j'ai envie d'aborder, elle va être riche. Elle peut être assez longue aussi, puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai envie de partager. Donc, je préfère faire en deux fois. Et du coup, quelle est cette thématique ? Vous vous dites tous et toutes, le suspense est insoutenable. Je vais parler des archétypes féminins et du transgénérationnel. Alors, c'est peut-être pas trop une surprise, puisqu'il y a une semaine, j'ai proposé une masterclass sur le sujet. Une masterclass qui a réuni beaucoup de femmes, il n'y avait quasiment que des femmes, mais je trouvais intéressant aussi de pouvoir en parler de manière plus large, c'est-à-dire que je vais aussi parler des archétypes du masculin, un petit peu moins, avec un petit peu moins de détails parce que je connais moins, je maîtrise moins, voilà, je suis plus axée sur les archétypes féminins. Mais sachez déjà pour commencer que ça parle aussi bien aux hommes qu'aux femmes, puisque nous avons en nous ces deux énergies-là. Donc en fait, nous avons tous ces archétypes à l'intérieur de nous. Donc ce premier épisode, il va reprendre un petit peu de manière globale la question des archétypes. Qu'est-ce que c'est un archétype ? Pourquoi on parle d'archétype ? D'où ça vient ? Et surtout, ce qui nous intéresse ici, puisqu'on parle toujours du transgénérationnel, rassurez-vous, quels sont les liens que moi je fais, qui ne sont pas une vérité, qui ne sont pas un dogme, mais quels sont les liens que je fais entre la façon de ressentir ces archétypes, ces parts de nous finalement, et puis nos mémoires transgénérationnelles. Donc je vais le faire en deux fois parce que dans la deuxième partie, je vais vous parler un petit peu plus en détail justement de ces archétypes, de comment on peut les vibrer en fonction de certaines mémoires. Je vous parlerai aussi un petit peu de mon parcours. Donc voilà, si vous avez écouté la masterclass, ce ne sera pas de la redite, ce sera peut-être une manière différente de vous présenter les choses. Et puis souvent, on a besoin d'écouter, d'entendre les choses plusieurs fois pour les intégrer. Donc restez ici, même si vous étiez présente à la masterclass. Pourquoi c'est important aussi pour moi de vous parler de tout ça ? Parce que c'est vraiment une dimension, une nouvelle dimension que j'ai envie d'amener à mon activité et à la façon de vous accompagner. Donc pourquoi j'en parle beaucoup en ce moment ? Parce que justement, ça représente pour moi un espèce de tournant, un espèce de switch dans ma vision des choses, dans les liens que je fais. Et c'est important du coup pour moi que vous puissiez comprendre mon propos et me suivre ou pas là-dedans. Peut-être que ça va vous parler, peut-être que ça va plus trop vous parler. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est important que ce soit clair. Du coup, vraiment, l'intention aussi de ce podcast et de la façon dont j'en parle en ce moment, c'est donc de faire des ponts, de vous partager les ponts que je fais moi entre le transgénérationnel, que vous commencez à connaître si vous écoutez ce podcast depuis un moment ou que vous me suivez sur Instagram parce que je vous en parle beaucoup. Donc je vais continuer à parler de ça, de cette transmission de comportements, de croyances, de traumatismes d'une génération à l'autre. Et donc les archétypes du féminin et notamment les mémoires spécifiques aux femmes de notre famille. Donc quand je parle de femmes de la famille, et je parle évidemment des deux côtés, aussi bien du côté de la lignée paternelle que de la lignée maternelle, puisqu'on parle vraiment des femmes au sens large, de leur place, de leur vécu, etc. Les archétypes féminins, si on veut expliquer un petit peu ce que c'est, parce que l'idée c'est vraiment que ce soit quelque chose de clair pour vous, on peut les associer à une grille de lecture intérieure. On peut considérer les archétypes du féminin comme différentes parts de nous. Et ces parts de nous, elles ont toute une place. Elles ont la place qui est la leur, elles ont un rôle qui est le leur. Et elles peuvent soit fonctionner ensemble en harmonie, en se soutenant et en se complétant, soit en se tirant un peu la bourre, si certaines ont du mal à cohabiter ensemble, ou si certaines prennent plus de place que d'autres. En fait, moi, quand je parle des archétypes, c'est un petit peu comme quand je vous parle en astrologie de votre carte du ciel. Pour moi, c'est le même mécanisme. Si vous avez déjà fait une lecture de carte du ciel avec moi, du coup, ça va vous parler. Moi, j'aime bien vraiment visualiser, imaginer qu'on a plein de petits personnages à l'intérieur de nous. Alors, on a chacun nos références, mais moi, quand je pense à petits personnages à l'intérieur de nous, je pense au dessin animé Vice Versa, qui n'est pas que pour les enfants. Donc, même si vous n'avez pas d'enfants, allez le voir. De toute façon, les dessins animés, c'est pour tous les âges. Vice Versa, c'est un dessin animé qui nous parle des émotions. On est dans la tête, en fait, la tour de contrôle d'une petite fille. Et on voit très bien que du coup, il y a cette
il y a une table de contrôle en fait, et les différentes émotions, les émotions primaires dans Vice Versa 1 et puis d'autres émotions dans Vice Versa 2 sont à la tête, contrôlent en fait justement cette table-là. Et chaque émotion, en fait, on voit bien dans le dessin animé à quel point elles sont toutes utiles, elles servent toutes à quelque chose, et on en a besoin à différents moments de notre vie. On a besoin de la peur pour nous protéger, on a besoin de la colère pour défendre nos valeurs, on a besoin de la joie, évidemment, pour partager, et on a besoin de la tristesse aussi pour tirer un trait, fermer une page, faire un deuil, etc. Donc c'est vraiment un dessin animé qui nous montre que toutes les émotions, elles sont légitimes, elles ont toute leur place, elles ont toute une fonction, un rôle, une utilité spécifique. Et que l'idée, c'est qu'elles fonctionnent toutes en harmonie, chacune à sa place, et qu'elles puissent fonctionner ensemble, en fait. Quand je parle de votre carte du ciel, du coup, dans le cadre d'une lecture, je vous invite aussi à visualiser toutes les planètes qu'on peut voir dans notre carte du ciel comme des parts de nous, comme des petits personnages. Je prends aussi souvent l'exemple d'un gouvernement. Dans le gouvernement, chaque ministre a un rôle spécifique, une fonction, le ministère de l'écologie, de l'éducation, de la santé, etc., etc. Et puis, parfois, tous ces ministres, ils vont être du même bord ou des bords, voilà, un petit peu du même côté. Et du coup, ils vont fonctionner ensemble, ça va être facile, ils vont pouvoir communiquer. Et parfois, ils sont de bords politiques différents. Et donc, ça peut être un petit peu plus difficile de cohabiter, de fonctionner ensemble. Eh bien, les archétypes, on peut vraiment les voir de la même manière. C'est-à-dire que c'est des parts de nous, c'est des parts de notre psyché, c'est des parts inconscientes qui se manifestent du coup selon des fonctionnements inconscients tant qu'on ne pose pas justement notre regard dessus, notre conscience dessus. Et donc, le travail avec les archétypes, à quoi il sert ? Il sert justement à observer ce qu'on ne prend pas forcément le temps d'observer au quotidien, c'est-à-dire comment on va réagir dans certaines situations, comment on va se sentir, etc. Et du coup, se dire quel est l'archétype qui réagit en moi à ce moment-là. Et s'il réagit comme ça, qu'est-ce qu'il veut chercher à m'exprimer, tout comme une émotion, elle nous donne un message, c'est une messagère, une émotion, elle fait que ça, hein. Elle nous dit qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui va ou qui va pas, qui a besoin d'être vu, etc. Et bien les archétypes, c'est exactement la même chose. Donc c'est vraiment pas plus compliqué que ça, j'ai envie de dire. On n'a pas besoin d'aller forcément plus loin, simplement se dire, ok, c'est des parts de moi, c'est des parts inconscientes de moi, qui tout ensemble font que je suis moi aujourd'hui. Et je peux soit choisir de subir, entre guillemets, la façon dont elle s'exprime, en fonction du passé, en fonction, donc, en l'occurrence, de nos mémoires familiales, de ce qu'on a vécu, etc., etc. Donc, je vais subir ça. Ou alors, je peux choisir de poser de la conscience dessus et de fonctionner peut-être différemment sur certaines choses, de changer des croyances, de changer des schémas de pensée, de me mettre à l'écoute de leurs besoins, donc de mes besoins intérieurs. Tout ça pourquoi ? Moi, c'est ce que je dis souvent, en fait, pour moi, reconnecter à ces archétypes à l'intérieur de moi, me mettre à leur écoute, tendre vers un relatif équilibre au quotidien parce qu'on sait que ça ne peut pas être équilibré à 200% et que la vie est cyclique et que voilà, il y a des jours qui vont plus ou moins bien que d'autres. Donc, l'équilibre parfait, il n'existe pas. Enfin, moi, j'y crois pas. Mais par contre, un relatif équilibre ou être capable au moins de poser de la conscience quand il y a un déséquilibre à l'intérieur, pour moi, c'est ne plus subir, c'est reprendre notre pouvoir personnel sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, quelles sont les histoires que je me raconte, quelles sont mes pensées, quelles sont mes façons de réagir, etc. Et reprendre le pouvoir sur ce que je peux changer, parce que je suis responsable de mes comportements, de ce que je dis, de ce que je pense, de ce que je fais, etc. Et donc, tant que je ne pose pas de la conscience là-dessus, je subis. Et je ne prends pas ma responsabilité là-dedans. Et du coup, je peux aussi me positionner en statut de victime. Bah oui, c'est pas de ma faute, c'est comme ça, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, et puis mes ancêtres, ils ont vécu telle ou telle chose, donc bah voilà, je réagis comme ça, et puis je peux pas faire autrement. Ça, c'est pas le discours que moi je prône, voilà. Même si je l'ai eu, je vais pas vous mentir, très clairement, voilà, il y a eu un cheminement aussi pour moi, et oui, il y a quelques années, je pouvais me raconter des histoires comme ça, de bah voilà, je suis comme ça, et puis c'est comme ça, et ça ne changera pas, presque dans une forme de fatalité, en fait, finalement, sur certaines choses. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Pourquoi ? Parce que justement, j'ai pu changer des choses, j'ai repris une forme de pouvoir aussi sur certaines choses dans ma vie qui ne me convenaient pas. Et aujourd'hui, mon propos, c'est que je suis persuadée que tout le monde en est capable. Mais pour ça, il suffit de poser de la conscience, de savoir où poser de la conscience, comment poser de la conscience,
libérer ce qui ne nous convient pas, transformer, etc. Et vraiment, tout le monde en est capable. C'est pas quelque chose qui se fait en un clin d'œil, mais ça se fait. Et pour tout le monde, peu importe notre histoire, peu importe ce qu'on a vécu. Je m'éloigne du sujet, mais voilà déjà pour une première idée de ce que sont les archétypes et puis de à quoi ça sert finalement de regarder les archétypes, quoi. Les archétypes du féminin, plus particulièrement, c'est Miranda Gray qui en a beaucoup parlé, qui a amené cette idée-là, et notamment les 4 archétypes féminins majeurs, puisqu'après il y a différentes grilles de lecture des archétypes à l'intérieur de nous. Vous connaissez peut-être les 13 lunes, les archétypes féminins aussi en fonction des signes astrologiques, évidemment, les archétypes tels que l'enfant intérieur, il peut y avoir la femme sauvage, etc. Bref, il y a vraiment plusieurs grilles de lecture. Moi, celle que je vous propose, elle est basée du coup sur le travail de Miranda Gray, qui a écrit notamment Lune rouge, et qui a vraiment théorisé, j'ai envie de dire, proposé en tout cas, une lecture des parts du féminin, des archétypes féminins, basés sur notre cycle menstruel, le cycle menstruel féminin. Ce cycle menstruel, on peut le lire à plein de niveaux, on peut vraiment le relier à différentes choses, et donc dans cette roue du féminin, telle que théorisée par Miranda Gray, il y a 4 archétypes majeurs qui sont considérés comme des forces puissantes, des visages qui vont incarner des aspects profonds de notre être, de notre féminin notamment, des énergies qu'on peut considérer comme intemporelles et qui vont influencer la façon dont nous vivons, dont nous ressentons et dont nous agissons au quotidien. Ces 4 archétypes, Miranda Gray, elle les nomme comme la Vierge, que moi je préfère appeler la jeune fille, la mère, qu'on peut aussi parfois appeler la déesse, l'enchanteresse, ou parfois la femme sauvage, et la sorcière, qu'on peut voir aussi, moi je préfère l'appeler la femme sage, mais j'aime bien la sorcière aussi, ça dépend, voilà. Mais globalement c'est la femme sage, et parfois on l'appelle la crone aussi. Donc ces 4 phases du cycle menstruel et ces 4 archétypes féminins, ils sont aussi associés aux 4 phases de la lune. La lune croissante pour la jeune fille ou la vierge, la pleine lune pour la mère, la lune décroissante pour l'enchanteresse et la nouvelle lune pour la femme sage. On peut les associer aussi à des saisons, donc le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, toujours dans le même ordre, ou à des éléments, l'air, l'eau, le feu et la terre. On peut aussi les associer à des parties du corps. Donc il y a vraiment différentes grilles de lecture. On peut aussi faire un lien avec les directions en chamanisme. Donc voilà, tout ça c'est des grilles de lecture complémentaires, j'ai envie de dire, à ces archétypes féminins. Et donc ces archétypes féminins, il y a plusieurs manières aussi de les lire, de les ressentir. Donc ça peut être au quotidien et de manière générale, comment je sens ces énergies à l'intérieur de moi, comment je me sens quand je me connecte à la jeune fille, à la mère, à l'enchanteresse, à la femme sage. On peut parler aussi de périodes de vie, donc notamment l'enfance et l'adolescence, ça va être plutôt la période jeune fille, où cet archétype, on peut le ressentir comme dominant, majeur chez nous. Ensuite, il va y avoir la phase de la mère, donc généralement, c'est plus ou moins l'âge auquel, en tant que femme, on peut porter et donner naissance à un enfant. La phase de l'enchanteresse, c'est celle qui va précéder la ménopause, et la phase de la femme sage, c'est celle de la ménopause. Donc on peut aussi le lire en grande période de vie comme celle-là. Généralement, c'est intéressant d'observer, de poser de la conscience sur ces archétypes, parce qu'il peut y avoir un ou plusieurs archétypes qui sont plus présents que d'autres. C'est vraiment une roue, la roue du féminin. Et du coup, voilà, la roue, elle est un peu comme sur un plateau, et parfois, elle peut pencher plus d'un côté que d'un autre. Ces archétypes, ils fonctionnent par axes. On a l'axe plutôt yang, d'énergie yang, donc la jeune fille et l'enchanteresse, et l'axe d'énergie yin, qui va être la mère et la femme sage. Et donc souvent, sur ces axes, quand il y a un archétype qui prend beaucoup de place, l'autre archétype, il peut avoir un petit peu plus de mal à s'exprimer. Donc c'est intéressant de l'observer. Et puis du coup, si vous êtes une femme, que vous avez donc vos lunes, vos menstruations, vous pouvez aussi observer. Alors là, ça demande un petit peu plus d'observation au quotidien et sur plusieurs cycles, mais ça peut être intéressant de se dire, ok, quelle est la phase de mon cycle menstruel qui est la plus longue ? Et bien moi, par exemple, la plus longue, c'est celle de l'enchanteresse. C'est la phase donc prémenstruelle.
Et l'enchanteresse, c'est clairement l'archétype qui prend le plus de place chez moi. J'en ai conscience, c'est un peu difficile de l'équilibrer et de laisser de la place aux autres. Je sais que j'ai une enchanteresse qui est très très présente. Je vous en parlerai du coup dans le prochain épisode un peu plus en détail des différents archétypes. Mais du coup, ça coïncide très bien avec la répartition aussi, j'ai envie de dire, de mon cycle menstruel. Et du coup, en termes de période de vie, j'ai envie de dire, je suis quand même à 38 ans, bientôt 39, dans cette phase enchanteresse. On pourrait dire que je suis entre la mère et l'enchanteresse théoriquement, mais je pense que je suis déjà pas mal dans la phase de l'enchanteresse. Donc voilà, de manière générale, et donc le lien que moi je fais avec les mémoires familiales, c'est vraiment le propos de, en fonction de comment ces archétypes intérieurs, ils ont été vécus par les femmes de notre lignée, donc aussi bien celles qu'on n'a pas connues, donc là on est dans une transmission inconsciente, et celles qu'on a connues, là on est dans une transmission consciente, puisque par répétition, on va aussi être influencé évidemment par les modèles féminins avec lesquels on a grandi. Donc l'idée c'est de voir, je vous disais, comment ces archétypes féminins, quelle représentation on a eu de ces archétypes en fait durant notre vie. Et en fonction de comment ces archétypes se sont exprimés autour de nous, donc parmi les femmes de notre famille, on va peut-être répéter certains schémas ou au contraire, on va faire complètement différemment. Il y a 3 façons, pour moi en tout cas, de ressentir ces archétypes, ces parts de nous. On peut ressentir les archétypes de manière équilibrée, c'est-à-dire que l'archétype est présent, on se sent connecté à cette énergie quand on en a besoin. Par exemple, si on prend la jeune fille qui va être l'action, le dynamisme, la structure, la projection, etc., voilà, on sent que quand il y a des choses à faire, on peut mobiliser cette énergie à l'intérieur de nous, ça va nous permettre d'avancer, d'aller de l'avant, de démarrer des choses. Voilà, c'est plutôt fluide, j'ai envie de dire. Et puis, on peut aussi avoir un archétype qui est en sous-régime. C'est-à-dire un archétype qu'on ne ressent pas, qu'on a du mal à intégrer à l'intérieur de nous. Donc toujours avec cet exemple de la jeune fille, je détaillerai plus dans l'épisode de la semaine prochaine pour chacun des archétypes, mais si on prend la jeune fille, une jeune fille en sous-régime, on pourrait avoir du mal justement à se mettre en action, à être dynamique, à connecter aussi à la joie, à l'insouciance, à l'innocence, avoir du mal à faire des choses juste par plaisir et faire plutôt les choses qui vont être des choses d'adultes, voilà, par exemple. Donc, un archétype peut être en sous-régime quand, justement, on n'a pas, peut-être en l'occurrence la jeune fille, nous-mêmes vécu cette période de notre vie au mieux, qu'il y a des blessures, qu'on a grandi trop vite, quand les femmes aussi de notre famille ont pu grandir trop vite, avoir des responsabilités, etc. Tout ça, ça peut déséquilibrer la jeune fille et faire que on a du mal à connecter au plaisir, à s'autoriser, à faire des choses juste pour le kiff. Et puis, on peut aussi avoir un archétype en sur-régime. Un archétype en sur-régime, il peut se manifester, par exemple, quand il prend trop de place, quand il va prendre énormément de place par rapport aux autres, que les autres peuvent se sentir un peu écrasés, n'ont pas leur mot à dire. Donc là, la jeune fille qui serait en sur-régime, ça pourrait être quelqu'un qui a du mal à grandir, à prendre des responsabilités, qui peut être dans le faire tout le temps, dans la dispersion, qui commence plein de trucs mais qui finit rien. Qui va avoir des grosses doses d'énergie, peut-être même d'hyperactivité, et puis après du coup qui va être complètement KO, qui a du mal à équilibrer aussi son énergie. Donc ça peut être des signes que la jeune fille, elle est en sur-régime. Et qu'est-ce qui fait au niveau des mémoires familiales qu'un archétype peut être en sous ou en sur-régime ? Je vous disais, c'est la façon dont il a été représenté. Par exemple, si la jeune fille n'a pas eu sa place dans les lignées précédentes, peut-être que nous-mêmes, on ne va pas lui laisser sa place parce qu'on n'a pas eu de modèle, on n'a pas su comment faire. Mais peut-être aussi que la jeune fille a eu tellement de place précédemment que nous, on va faire complètement tout l'inverse, d'une certaine manière. Par exemple, si j'ai grandi avec une mère qui était immature, selon moi, irresponsable, qui ne prenait pas ses responsabilités, que moi-même j'ai dû être sa maman et gérer les choses à sa place, eh bien je vais grandir avec une jeune fille hyper sérieuse, hyper responsable, peut-être hyper autonome, etc., qui ne va pas forcément être dans la joie et dans l'insouciance. Donc je vais faire l'inverse que ce avec quoi j'ai grandi et ce qui m'a été transmis finalement, comme pour faire le complète inverse et réparer finalement peut-être cet archétype que j'ai jugé trop chez ma maman et qui ne m'a pas servi en tant qu'enfant.
Donc je vous prendrai aussi la semaine prochaine, dans le prochain épisode, des exemples pour chacun de ces archétypes, parce que c'est vraiment intéressant de se poser la question de quel a été mon modèle, quelle a été ma représentation de cet archétype-là, et comment en fait ça influence ce que je vis aujourd'hui. Et comme je vous le disais en début d'épisode, poser de la conscience dessus, c'est pouvoir faire différemment, c'est pouvoir aller voir justement ces mémoires-là, conscientiser ces mémoires-là, poser un regard dessus, les questionner, ces mémoires, questionner peut-être les croyances aussi qui se sont mises autour, et libérer ce qui a besoin d'être libéré. Si l'archétype de la jeune fille n'a pas sa place, connecter avec cette jeune fille, peut-être connecter avec l'enfant intérieur en nous qui a grandi trop vite, et lui permettre de prendre sa place d'enfant, lui permettre de connecter à cette joie, à cette insouciance. Donc tout ça, c'est ce qui peut se faire à la fois dans le travail des constellations familiales, en séance astra, donc une séance astro pour prendre conscience. Et puis, à partir du 16 octobre, c'est ce que je vous proposerai dans l'accompagnement collectif Amara, qui est un accompagnement donc avec 4 cercles, un cercle par archétype, qui permet justement de conscientiser certaines mémoires, de les libérer par des pratiques corporelles, des cercles de parole, du journaling, etc. et de la respiration. Donc il y aura la possibilité soit de participer aux 4 cercles pour le voyage complet, soit de choisir le ou les archétypes avec lesquels vous avez besoin de connecter ou de rééquilibrer les choses. Voilà pour cet épisode première partie sur les archétypes et les mémoires. Je vous en reparle la semaine prochaine avec chaque archétype et également les archétypes du masculin. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.